Chantal Jacquet, d'abord merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre sollicitation et d'avoir proposé d'ouvrir cet événement avec 4 co-auteurs du livre Les liens corps-esprit diffusé publié par chez Duno. Alors je prends, pour ne pas faire de faute, donc il y en a certains que je connais un petit peu, donc Éric Pirer, merci. Pauline Neveu, merci beaucoup. Fabrice de Sainte-Maréville, merci. Et Philippe Sialom. Donc ce sera une intervention pluridisciplinaire, la philosophie qui rencontre le milieu de la clinique. Je ne parle pas plus longtemps, je vous laisse la parole. C'est quelque chose d'ouvert, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions et après la rencontre, de boire un verre de jus de fruits et de calories. Merci. D'abord, un grand merci à Charlotte Meurin, d'une manière générale, pour avoir organisé ces séances de proto-philo qui sont vraiment une mine pour les chercheurs, les étudiants, et de nous avoir invités tous ensemble, dans la mesure où ce livre est un peu un ovni, puisque généralement on parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais on la pratique peu. Et ce livre est vraiment né d'une rencontre où nous avons mis en commun nos connaissances et nos difficultés pour traiter d'une question qui nous hante tous, que nous soyons philosophes, psychomotriciens, neurobiologistes ou neurophysiologistes, psychiatres, psychologues, psychanalystes, et nous aurions pu élargir à davantage d'intervenants encore. C'est un problème qui nous hante tous, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique de la clinique, puisque nous partons avec une évidence sur laquelle l'homme est constitué d'un corps et d'un esprit, mais au fond, cette évidence s'obscurcit dès lors que nous essayons de réfléchir aux liens qui existent entre le corps et l'esprit. Nous admettons que l'homme dispose de facultés physiques, intellectuelles, qu'il peut souffrir de troubles corporels, mentaux, psychosomatiques, mais nous ne savons pas bien comment s'articulent toutes ces données, que nous vivons l'expérience, que ce soit l'expérience la plus ordinaire ou l'expérience clinique. La manière dont l'esprit est uni au corps et communique avec les autres reste une énigme, et sans doute celui qui l'a dit de manière la plus saisissante pour résumer les difficultés, c'est Leibniz. Je cite les systèmes nouveaux de la nature de la communication des substances. Lorsque Leibniz dit « Lorsque je me mis à méditer sur l'union de l'âme et du corps, je fus comme rejeté en pleine mer. Car je ne trouvais aucun moyen d'expliquer comment le corps fait passer quelque chose dans l'âme, ou vice-versa, ni comment une substance peut communiquer avec une autre substance créée. » Donc c'est l'énigme des liens corps-esprit. Est-ce qu'il peut y avoir une interaction entre les deux? Est-ce qu'il faut penser au contraire un monisme sans interaction, sans causalité réciproque? Toute la tradition de l'histoire de la philosophie de la pensée a oscillé entre ces deux postures, celle du dualisme d'un côté, avec les difficultés qu'on connaît incarnées par l'interaction des substances chez Descartes. Comment un être matériel et étendu peut-il interagir avec un être immatériel et inétendu? Et puis, de l'autre côté, face au problème du dualisme, la posture moniste n'était pas forcément une meilleure position, dans la mesure où, très souvent, on se demande comment l'esprit peut émaner du cerveau, ou comment il peut surgir du corps, et on se retrouve toujours avec le problème d'un surgissement, d'une émergence, qui est une énigme. Alors tous, autant que nous sommes, et chacun fera le point sur ses difficultés, nous avons voulu essayer de travailler ensemble, de manière interdisciplinaire, pour essayer de voir comment on pouvait penser à nouveau frais les liens corps-esprit, pour voir si au fond nos concepts étaient pertinents, parce qu'on parle de corps d'esprit, on introduit là, on introduit la psyché, on parle de soma, tout un vocabulaire qui est peut-être le symptôme d'une difficulté, au fond, à penser ce que sont l'esprit et le corps et leur union. Alors, une fois que nous étions décidés à travailler ensemble, nous nous heurtions évidemment à la difficulté première, à la
laquelle se heurte d'ailleurs tout chercheur et tout étudiant ou en philosophie dans un autre domaine, comment élaborer un travail, une pensée en commun, comment mettre au point une approche commune alors que nos parcours sont des parcours véritablement différents, ne serait-ce que en ce qui me concerne, je n'ai aucune expérience clinique et pour mes collègues qui m'entourent, ils ont tous des expériences cliniques mais à des titres divers, donc chacun parlera un petit peu de sa position. Hein, mais la difficulté, c'était de mettre en place une approche commune. Nous avons travaillé pendant 2 ans ensemble, sans juxtaposer les choses, puisque c'est souvent le problème des ouvrages qui sont dits collectifs, c'est une juxtaposition de monographie. Donc, comment avons-nous travaillé? Comment avons-nous mené cette recherche, conscients du fait qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous enfermer dans nos discours et de les juxtaposer? Eh bien, pour cela, il fallait d'abord revoir nos catégories, ne pas présupposer d'emblée que le corps et l'esprit sont des données immédiates, ce que nous avons tendance à faire, et s'interroger en prenant une optique qui est une optique transversale, c'est-à-dire partir de l'idée que nous n'avions pas d'abord à exposer chacun nos doctrines, corps-esprit dans la psychomotricité, dans la psychiatrie, dans la neurophysiologie, dans la psychanalyse, mais que nous devions construire une problématique qui donnait à voir le corps et l'esprit à l'œuvre, en ne pensant pas comme des constituants, mais comme en train de se constituer. Et donc, nous avons pensé que, plutôt que de dire ce que chacun pensait de la théorie psychophysique, qu'il fallait prendre les choses de biais en abordant la problématique à travers des actes qui mettent en jeu les relations corps-esprit. Et en observant ces actes, nous pourrions peut-être voir si les liens corps-esprit ne pourraient pas être repensés autrement. Donc, ces actes ont été donc des actes choisis en fonction de leur degré de complexité croissant. Nous avons pour cela pris le parti d'examiner les liens corps-esprit, d'abord à partir du thème de la perception. Donc nous avons isolé 7 thèmes, puisqu'au fond, la sensation de la perception, puisqu'au fond, il ne peut rien y avoir avant une perception, ne serait-ce confuse ou à peine consciente. Puis, progressivement, nous avons pensé des actes de plus en plus complexes qui impliquent toujours une forme de sensation et de perception, à savoir l'émotion, une sorte de réaction, de perception, le mouvement, qui met en jeu au fond aussi une sensation, mais à partir d'une perception initiale du corps, puis les réactions aux émotions et aux mouvements, qui se traduisent par la douleur et le plaisir, et dans un processus plus complexe, nous avons examiné la mémoire, cette fois-ci en prenant non plus les choses présentes, mais passées, mémoire impliquant à la fois perception, plaisir, douleur, etc. Et enfin, l'empathie, qui impliquait la relation à autrui. Donc, ces 7 thèmes nous ont permis aussi, de manière connexe, d'envisager la conscience, le problème de la relation à autrui. Mais nous les avons choisis parce que, à travers ces thématiques-là, nous étions obligés de repenser les rapports corps-esprit. Alors, une fois que nous avions choisi les thématiques, le problème c'était comment les aborder, parce qu'on aurait pu reconduire la difficulté, chacun faisait un petit topo sur la perception, sur l'émotion, du point de vue psychomoteur, du point de vue philosophique, etc. Alors, pour arriver à avoir un langage commun, nous avons choisi de partir d'un terreau commun qui est constitué par des cas, des exemples concrets, des cas cliniques, des cas singuliers, où ces actes de perception, d'émotion, de douleur et de plaisir se manifestent en actes. Nous sommes donc tous partis d'une petite vignette clinique, d'un cas singulier, qui nous obligeait à réfléchir à partir de ce cas à ce qu'était la perception, l'émotion, l'empathie, etc. Et nous avons donc
pris le parti de commencer par la perception et de nous retrouver, après avoir travaillé sur cette vignette, nous sommes partis justement d'un cas clinique, d'un cas de crise, où au fond, si on va approcher ce que c'est que la perception et la sensation, on peut partir du point limite de l'imperceptible ou de ce qui ne se fait pas sentir comme tel, et nous avons pris par exemple un cas, un cas clinique de déni de grossesse, où nul n'a perçu, la femme et son entourage, jusqu'au moment de l'accouchement, que cette femme est enceinte. Et ainsi de suite, toute une série de cas qui souvent prenaient le problème à rebours. Je prends par exemple dans le cas de la mémoire, nous nous sommes penchés sur le cas d'un alcoolique qui était tellement victime de sa souffrance qu'il souffrait d'amnésie, et nous avons donc choisi d'interroger la mémoire à partir de là. Donc nous avons pris appui sur ces cas cliniques, et à chaque moment de notre réflexion, nous avons confronté nos approches pour voir comment nous abordions les problèmes. Et après avoir donc rédigé nos travaux sur ces thèmes, nous avons fait une sorte de synthèse et nous en avons dégagé des conclusions générales. Voilà comment nous avons travaillé, donc 2 ans de travail de confrontation avec des rythmes parfois différents, donc chacun en parlera de manière plus précise. Et donc je souhaiterais à présent que chacun explique à la fois la manière dont il a abordé la question à partir de son point de vue, de son angle, et le bilan qu'il fait du livre, c'est-à-dire les résultats auxquels nous sommes parvenus. Donc, pour préciser la méthode, nous avons chaque fois dans le livre choisi d'exposer les différents points de vue avant d'en faire la synthèse, et nous avons commencé dans un mouvement qui allait du corps vers l'esprit classiquement. Nous avons procédé à l'inverse à la fin, parce que le fond c'est réversible, et nous avons commencé par le point de vue de la neurophysiologie, qui était incarnée par Pauline Neveu, qui le sera toujours, qui va donc parler en premier. Puis ensuite, nous avons pris le point de vue psychomoteur, donné par Éric Pirer, qui était à l'initiative de ce livre, puisqu'il se situe vraiment dans la position médiane, et il parlera de cette position. Ensuite, nous avons abordé le point de vue psychiatrique, donné par Fabrice de Sainte-Marie, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il fait aussi des études de philosophie, donc il a plusieurs casquettes. Le point de vue psychanalytique, donné par Philippe Cialon, qui est en même temps aussi psychomotricien, donc on a tous plusieurs casquettes, et le point de vue philosophique que j'étais censée incarner. Je tiens tout de suite à dire que ce n'était pas du corps vraiment vers l'esprit, puisque j'ai toujours eu une position moniste, donc sans penser que l'esprit était distinct du corps. Donc je donne toute la parole à Pauline. Alors, bonjour à tous. Donc j'ai envie de commencer par le début de l'aventure. Et donc le début de l'aventure, pour moi, ça a commencé un matin de bonne heure dans un amphi des locaux de l'ISRP, où j'enseigne la neurophysiologie. Donc ce matin-là, Eric est venu me voir pour me proposer donc, ce projet. Il était assez enthousiasmé, et j'avoue qu'il m'a transmis son enthousiasme, et du coup voilà, j'ai accepté de me lancer dans le projet. Alors je dirais qu'il y a 2 grandes raisons à cela. Déjà le fait que le sujet m'intéressait, on va dire, beaucoup, et puis deuxièmement le fait que en tant qu'enseignant on est souvent assez isolé, donc l'idée de travailler ensemble, voilà, c'était plutôt quelque chose de stimulant, et donc ça m'a vraiment tout de suite plu. Alors, je connaissais à peu près tout le monde sauf Chantal, et que j'ai assez rapidement rencontré après, puisque finalement, je crois qu'au départ, tu avais dit qu'il y aurait un petit peu de délai, puis ça s'est vite en fait enclenché. Donc, on s'est retrouvés au restaurant, et finalement, pendant ces 2 ans, on a fait plein de restaurants, puisque c'était là que nous échangions. Et le premier thème, c'était le premier thème du livre, c'était sur les émotions. Donc voilà, on a pu partager nos émotions autour du livre, nos idées, etc. Et puis donc c'est parti comme ça, donc, comme Chantal l'a évoqué. Alors moi j'ai envie de revenir un petit peu sur mon parcours, parce que c'est peut-être le moyen de vous donner un peu une idée de mon point de vue en fait sur la question, enfin de voir un petit peu avec quoi j'arrivais en fait sur ce sujet. Donc voilà, pour me présenter un peu plus, donc moi je suis biologiste,
Et donc j'ai fait des études de biologie. Alors première partie de mes études, donc ce qui s'appelait à l'époque, ça date un peu maintenant, donc du DUG à la maîtrise, donc j'étais à Paris 6, donc c'était vraiment biologie pure et dure avec de la botanique, de la zoologie, biologie cellulaire, moléculaire, génétique, etc. Autrement dit, c'était vraiment très ancré organique, et j'avoue que c'est vraiment des études qui laissent aucune place à un questionnement, on va dire, de dimension psychologique ou autre. Voilà, donc j'étais vraiment très, très orientée sur l'organique. Mais malgré tout, j'ai toujours eu en fait des questions, je pense comme tout le monde, un peu existentielles. Et puis je dirais que c'est revenu après avec l'embryologie, puisqu'en fait avec l'embryologie, il y a des questions de transfert de cellules, de voir ce que ça peut donner quand on transfère des cellules d'un embryon à un autre, etc. Puis avec aussi tout l'aspect tératologie, donc les monstres qui peuvent être créés, donc des siamois, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça suscite beaucoup de questionnements sur finalement un organisme à deux têtes, comment il va penser, comment les actions vont se faire, etc. Donc je dirais que c'est plus venu par l'embryologie. Et puis après, je dirais que ça a continué avec la génétique. J'avais même presque envie aussi de citer la parasitologie, parce qu'en fait, avec la parasitologie, on constate que des parasites peuvent modifier complètement le comportement des organismes. Et un cas qui m'avait saisi, c'était le cas de, alors je crois que si je ne me trompe pas, c'est la petite douve du foie, qui lorsqu'elle est, elle parasite la fourmi, donc il y a plusieurs hôtes, et en tout cas quand elle est chez la fourmi, elle vient s'enquister dans le système nerveux de la fourmi, et celle-ci va grimper au bout d'une brindille, et elle va rester là, et ce qui fait que la probabilité qu'un mouton la mange ensuite, donc l'hôte définitif, la probabilité va être plus importante. Donc autrement dit, son comportement est complètement modifié, donc ça aussi, je dirais que ça m'a un peu titillé. Et puis ce que j'avais envie de souligner, c'est que quand même la neurophysiologie que j'ai reçue comme enseignement à la fac ne m'a pas du tout titillé sur l'histoire, parce que en fait donc j'avais des enseignants qui étaient très orientés électrophysiologie, qui travaillaient beaucoup aussi sur des préparations isolées, donc hors de l'animal, et puis qui travaillaient aussi chez l'animal et non pas chez l'homme, ce qui fait que c'est étonnamment pas la matière qui m'a fait me poser le plus de questions. Voilà, donc suite à ce premier ensemble d'études, après j'ai continué donc sur un DEA et puis une thèse que j'ai faite donc au Muséum des sciences naturelles, au laboratoire d'anatomie comparée, là où justement je passais aussi beaucoup de temps enfant dans la galerie d'anatomie comparée, donc au rez-de-chaussée de la paléontologie. En général, on connaît plus la paléontologie, je le situe quand même, et parce que justement il y a une vitrine de tératologie dans cette galerie. Donc la boucle est un petit peu bouclée. Après ma thèse, j'ai décidé de me consacrer complètement à l'enseignement. J'ai aussi fait une formation en sophrologie, et puis Eric m'a recruté à l'ISRP. Et donc là, j'ai commencé l'enseignement de neurophysiologie, et je dirais que j'ai commencé avec un enseignement qui était un petit peu comme celui qu'on m'avait transmis, c'est-à-dire un enseignement assez organique. Et puis, donc c'était il y a 10 ans, et je dirais qu'avec les questions des étudiants, avec les échanges avec les collègues, finalement, ça m'a fait penser à tous ces questionnements existentiels, sur tout ce questionnement autour des liens corps-esprit. Et puis finalement, j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir à d'autres types d'ouvrages, plutôt que d'être vraiment axée sur des ouvrages de neurophysio. Je me suis plus ouvert, on va dire, aux neurosciences plus largement, également à tout ce qui est de l'ordre de la psychologie cognitive. Et donc tout ça a enrichi mon enseignement. Et donc pour vous donner un petit peu une idée des questionnements que justement ça implique, je vais prendre quelques exemples au gré des chapitres que je suis amenée à traiter avec les étudiants. Alors j'avais envie de commencer par le mouvement. Alors une chose toute bête, si je veux faire un mouvement par exemple pour attraper cette bouteille, je vais me dire je décide consciemment d'attraper cette bouteille, et a priori il y a seulement les muscles de mon bras qui vont être en jeu. En fait, si on regarde quels sont les muscles du corps qui sont en jeu, il y en a plein qui vont en fait être actifs. Tout simplement parce qu'attraper cette bouteille, ça va me déséquilibrer, donc il faut bien anticiper ce déséquilibre. Et donc, je dirais qu'il y a cette idée de mouvement dont on a conscience, de mouvement dont on n'a pas conscience, ce qui, pour moi, évoque justement ces liens corps-esprit, parce qu'il ne faut pas oublier que la notion d'esprit en neurophysiologie, elle est quand même très présente à travers la conscience et à travers l'intentionnalité. Donc c'est pour ça que j'évoque là ce premier exemple. On pourrait aussi évoquer le langage, les lapsus par exemple, et je vais en parler un petit peu plus avec ce point de vue psychanalytique. J'avais aussi envie de rebondir sur la mémoire que Chantal a évoquée, puisqu'effectivement, quand on utilise nos souvenirs, on va pouvoir produire des écrits, on va pouvoir produire des gestes,
Et par exemple, on peut faire du vélo. Exemple vraiment tout simple. Et donc, quand on fait du vélo, si au moment où on fait du vélo, on nous demande comment est-ce qu'on fait pour faire du vélo, eh bien, il vaut mieux pas y penser, parce que sinon on se casse la figure. Et donc, je dirais que ça reflète à nouveau cet aspect conscient, inconscient, ce à quoi je peux penser, et puis finalement ce que va faire mon corps. Et c'est un petit peu difficile de se positionner à travers tout ça, mais voilà, je pense que ça permet vraiment de voir, en tout cas, ces relations. J'avais aussi envie de rebondir aussi sur les émotions, puisque j'ai dit que c'était le premier thème sur lequel nous avons travaillé. Et je pense que les émotions, justement, amènent bien ce questionnement parce que, par exemple, si je suis en colère, est-ce que c'est parce que je pense que je suis en colère que mon corps va se mettre à développer des tensions, que mon cœur va se mettre à palpiter, etc. Ou bien est-ce que c'est parce que j'ai détecté des choses inconsciemment et mon corps va utiliser ces détections, le cœur va se mettre à battre, les muscles à se tendre, et finalement, parce que j'ai détecté ces changements, je vais me mettre à penser que, effectivement, je suis en colère. Donc, est-ce que ça part du corps? Est-ce que ça part de l'esprit? Est-ce que c'est les deux? Voilà, le questionnement est ouvert. Moi, effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est les deux en tant que biologiste. Et j'aurais même envie de dire c'est presque les trois, parce qu'il n'y a pas que le corps, l'esprit. Je dirais qu'il y a aussi les êtres qui nous peuplent. J'ai envie d'évoquer les bactéries, qui ont leur mot à dire aussi là-dedans. Je parlais de parasitologie tout à l'heure, mais finalement les bactéries, c'est le cas aussi. Et pour que ce soit un petit peu plus concret, je voulais évoquer un exemple d'une expérience qui a été faite chez les souris. Donc on avait deux groupes de souris, d'un côté des souris curieuses, de l'autre des souris timides. Et donc on a, alors timides parce qu'elles exploraient peu leur environnement, et donc on a enlevé toutes les bactéries par traitement antibiotique qui étaient présentes dans le tube digestif de ces bactéries. Et ensuite on les a recolonisées, mais en croisant, c'est-à-dire qu'on a mis les bactéries des souris timides chez les curieuses et les bactéries des curieuses chez les timides. Et en fait on s'est rendu compte que le comportement a été changé chez ces souris. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein d'éléments d'interaction qui vont avoir un impact sur ce qu'on pense, sur ce qu'on est, tout simplement, sans mentionner aussi le fait que les relations avec les autres vont aussi avoir un impact très important. Et ça, je me laisserai en parler davantage sur l'intersubjectivité, donc les uns les autres. Et donc, voilà, c'était un petit peu ces éléments que je souhaitais évoquer. Je vais juste terminer avant de donner un petit peu mes apports sur cette petite expérience. Le papier est un petit peu en état. Voilà, donc c'est une illusion. Donc je pense que voilà, si vous voyez tous, ouais, je vais me mettre debout. Voilà, donc on voit il y a deux disques orange, mais voilà en l'air. Donc si je vous demande est-ce que les deux disques orange font la même taille, vous avez, je pense tous l'impression que celui du haut, ici, donc est plus grand que celui du bas. Mais en même temps, vous dites, bon, c'est une illusion, donc en fait, il doit faire la même taille. Donc oui, ils font la même taille. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que celui du haut est plus grand. Donc on a une perception différente des deux disques orange. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, si on demande à quelqu'un de venir attraper le disque orange, en fait, quand on lui demande d'attraper le disque du haut ou le disque du bas, on va voir que l'écartement entre le pouce et l'index va être le même, comme quoi notre système moteur ne se fait pas berner par nos perceptions. Donc ça, je dirais que ça illustre un petit peu cette problématique des liens, finalement. Ça ne répond pas vraiment à une question, mais en tout cas, je dirais que ça titille, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont titiller. Voilà, donc je vais un peu mon questionnement. Et puis je voudrais donc conclure en disant que moi, donc, ce livre, ça m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, ça m'a ouvert sur d'autres disciplines. Alors j'étais quand même déjà assez intéressée par d'autres disciplines, mais je dirais que là, ça m'a vraiment fait me pencher sur ces autres disciplines. Et ça m'a fait découvrir aussi des concepts nouveaux, des manières nouvelles aussi d'aborder des concepts communs, et puis aussi tout un vocabulaire, parce que suivant qu'on est biologiste, philosophe ou autre, finalement on ne va pas du tout avoir le même langage, et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant finalement de contribuer à cet échange, et j'ai vu que ça a vraiment nourri ma soif de connaissance. Et ça m'a permis, peut-être pas le terme, mais en tout cas j'ai pu me rendre compte que finalement je ne savais pas grand-chose. Bon, j'en étais déjà convaincue avant, mais disons que là c'était encore pire.
Et donc du coup ça donne encore plus envie d'en savoir plus, d'essayer justement de faire ces liens, et avec aussi l'idée de transmettre justement tout ça aux étudiants. Et donc je dirais que ça a aussi continué à enrichir mes cours. Et donc j'essaie un peu de faire des parallèles, voilà, avec des notions autres que uniquement des notions de biologie. Donc alors on va dire plus de la psychologie, de la philosophie, je ne maîtrise pas encore assez. Mais en tout cas voilà, quand je peux faire des liens, je les fais. Donc ça m'a vraiment apporté de tout ce point de vue. Voilà, ça sera. Trop longtemps. Non, donc, et puis là, un psychomotricien. Un psychomotricien, c'est quelqu'un qui soigne des gens qui ont des difficultés à exprimer, enfin, qui ne peuvent exprimer leurs difficultés que par leur corps. Par difficultés psychologiques, mais aussi le retentissement de maladies somatiques par leur corps. Donc, on est structurellement, viscéralement intéressé par le corps et l'esprit. Quand je demande à mes étudiants, le premier jour de la première année, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les intéresse dans ce métier, ils sont 80%, j'ai varié les modalités de recueil de pourcentage, hein, okay, j'ai fait plusieurs façons différentes, ils sont 80% à dire que ce qui les intéresse, c'est le corps et l'esprit. Chez les psychomotriciens, il y a une espèce d'attrait pour ce qu'on appelle la globalité. On prend le patient dans sa globalité. C'est pas tout à fait vrai, c'est le patient, je dirais, c'est le patient type, le patient moyen. Peut-être le sujet épistémique de Piaget. Mais voilà, on est intéressé par ce genre de choses. Alors, ce qui est fascinant, c'est dans cette histoire du corps et de l'esprit, quand on est un psychomotricien, c'est d'essayer de comprendre comment en fait ça soigne de proposer à quelqu'un de vivre quelque chose dans son corps. Voilà. Comment c'est possible que ça soigne? C'est peut-être un mystère. Hein. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'imaginer que quand quelqu'un qui va pas bien, mais quelqu'un qui va bien aussi, fait un espèce de recensement des sensations qu'il est en train de vivre, qu'il est capable de se concentrer dessus, les unes les autres, de porter son attention dessus de façon authentique. Il peut dire ce qu'il ressent, il peut faire état de la sensation, mais il ne s'arrête pas là généralement. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. Ça va susciter éventuellement une émotion, ça va susciter éventuellement des souvenirs, des idées, des images, mais ça va susciter aussi une certaine forme de connexion au corps. Quand je dis connexion, je me rends bien compte que le terme n'est pas bon, hein, mais je ne sais pas, qu'il y a d'autres termes. Mais quand on propose à quelqu'un de porter son attention sur la chaleur qu'il est en train de ressentir au niveau de sa main, parce que on l'a souhaité pour lui, on a mis en place une petite attitude pour lui chauffer la main, quand cette personne-là porte son attention sur ce qu'elle ressent au niveau de cette chaleur, au niveau de cette main, elle est capable, en plus, de dire « mais je sens ma main ». C'est possible, c'est pas sûr, mais ça peut arriver. Je sens ma main, je suis connecté à ma main, c'est-à-dire que j'en sens par exemple le volume, j'en sens la constitution, j'en sens la forme, je sens quelque chose qui fait que j'existe au travers de cette sensation de présence de ma main. Alors nous on appelle ça la prise de conscience du corps. C'est un outil technique qui est thérapeutique. Quand les gens sont capables de porter leur attention sur une sensation corporelle, et puis d'aller un petit peu plus loin, de ressentir la présence d'une partie du corps, mais aussi de repérer l'éventuelle émotion et de mettre un petit peu de mots là-dessus, ça soigne les gens. Je crois que c'est bête, c'est simple, c'est ras des pâquerettes, mais ça soigne les gens. Les gens ont besoin, quels qu'ils soient, ils ont besoin d'être connectés à leur corps. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est un mystère pour moi, c'est pourquoi ça marche, quoi. Pourquoi ça marche? Alors, j'ai des hypothèses, et je vais citer une hypothèse en particulier, c'est celle qui peut-être nous a réunis, je le comprends maintenant aussi, parce que quand j'ai sollicité les uns les autres, j'avais surtout envie de réfléchir à ce thème-là avec des amis. Voilà. Et je me dis finalement, dans la façon dont dans ma tête ça s'est organisé, suite aux confrontations, au dialogue, au bon repas qu'on a fait ensemble, donc en fait ce qui m'intéresse, c'est savoir, c'est pas qu'est-ce que c'est les liens corps-esprit, c'est comment ça s'installe au début de la vie. Comment quelque chose peut s'organiser
d'une connexion entre le corps et l'esprit au début de la vie. Puisque ça fonctionne d'une certaine façon chez le tout venant adulte, malade ou pas, comment ça se met en place chez le tout petit. Voilà. Et il me semblait que partir de la sensation, ça pouvait être une chose intéressante. Partir des émotions, partir du mouvement aussi. Voilà. Ces trois domaines-là. Après, on a brodé autrement parce qu'on est tous ensemble, chacun a apporté sa pierre, et je me suis reconnu dans certains autres chapitres plus que dans d'autres. Et ces trois-là me parlaient beaucoup, de par ma formation et mon exercice professionnel. Voilà. Alors, c'est vrai que la différence entre la sensation et la perception, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je pense que vous êtes déjà penché sur le problème, mais j'ai été très étonné quand j'ai commencé à penser ce thème-là, quand je suis allé voir les définitions des neurosciences, des biologistes, des physiologistes sur ce que c'est qu'une sensation. Ils ont des définitions très claires, carrées, précises, dans lesquelles on se retrouve. Et puis, à la fin de leur paragraphe, ils vous disent que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a que de la perception. Et vous dites, ah d'accord, donc chez les physiologistes eux-mêmes, ils peuvent penser qu'il y a l'influence, l'entrée en scène de facteurs un petit peu différents. Voilà. Donc c'est cette notion de transformation de la sensation en perception. S'il y a deux mots différents, c'est que probablement il y a quelque chose qui a un sens. Et je me suis dit peut-être que bébé, au début de sa vie, il est dans les sensations. C'est-à-dire qu'il n'a pas un équipement ni corporel, ni psychique pour traiter ses sensations. Puisque la perception, c'est le traitement de la sensation. Donc il n'a pas d'équipement pour traiter ces sensations, pour les transformer en perception. Et donc peut-être qu'au début de la vie, cette forme de lien entre le corps et l'esprit n'est pas construite. Et ce serait un petit peu la même chose pour ce qui concerne les émotions. J'aime bien imaginer qu'un bébé vit les émotions dans son corps, comme Pauline l'a dit. Et Damasio et les neurosciences nous ont bien appris que l'expression corporelle des émotions, elle était génétiquement programmée. Mais quelqu'un dit à un bébé un jour, tu vois ce qui se passe dans ton corps, ce que tu ressens suite à cet événement-là, c'est une émotion et c'est cette émotion-là. Quelqu'un, un autre, traduit. Quelqu'un, pour le bébé, explique ce qu'il est en train de ressentir dans son corps. Et la transformation de l'émotion en ce que j'appellerais un vécu émotionnel, mais ce n'est pas le bon terme non plus, elle se fait par l'intermédiaire de l'autre. C'est un autre qui nous dit comment... c'est un autre qui nous explique ce qui se passe dans notre corps. C'est un autre qui traduit pour nous aussi nos sensations et perceptions. Et cet autre-là, il a aussi un autre rôle parmi plein d'autres façons de faire. Il a aussi le pouvoir de transformer nos mouvements en gestes. Tu vois ce que tu es en train de faire pour attraper cette bouteille. Tu l'as enlevé. Ce que tu as fait pour attraper cette bouteille, tu avais une intention, tu as besoin de quelque chose, tu me demandes, tu fais quelque chose avec une intention. Cette intention, c'est un geste, ça s'appelle un geste. Tu bouges parce que tu as besoin de quelque chose, ça a un sens. Donc cette transformation du mouvement en geste, c'est aussi l'autre qui nous aide à faire ça. Donc j'aime bien imaginer qu'au début de la vie, le corps et l'esprit ne sont pas amarrés, comme dit Damasio. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'esprit. Parce que c'est un fonctionnement psychique extrêmement rudimentaire qui est très très adapté pour certaines actions, certains comportements, mais qui n'est pas encore évidemment suffisamment construit pour être aussi élaboré que le nôtre. Donc c'est peu à peu, par l'intermédiaire de l'autre, que le corps et l'esprit vont se relier, vont s'amarrer. Je suis d'accord, vous allez peut-être me dire qu'on a eu des discussions fréquentes et complexes sur cette terminologie d'amarrage. C'est le terme qu'utilise Damasio. Alors je ne sais pas quel terme il utilise en anglais, mais c'est le terme qu'utilisent les traducteurs. Voilà. Et j'en arrive maintenant à me dire que, du coup, si je fais l'hypothèse que chez le bébé ça fonctionne comme ça, qu'il faut qu'il y ait un autre qui intervienne pour créer une connexion, et je me dis que forcément, puisqu'il y a un processus en développement, alors il doit y avoir pathologie de ce processus. De toute façon, dans tout processus, il y a forcément des dysfonctionnements. Un moteur de voiture, ça marche, mais ça peut ne pas marcher. Et inéluctablement, il y a un jour, ça ne marchera pas. Ça marchera moins bien, ça ne marchera pas, mais il va se passer quelque chose. S'il y a un processus, il va y avoir pathologie de ce processus. Donc j'aime bien imaginer qu'il y a des pathologies, et ce sont des pathologies psychiatriques dans lesquelles ce lien
entre les sensations, cette transformation des sensations en perception, des émotions en vécu émotionnel ou des mouvements en gestes ne se fait pas. Voilà. Cette pathologie, c'est l'autisme. À mon sens, un enfant autiste, c'est un enfant qui ne peut pas profiter d'une jonction entre son corps et son esprit de façon suffisamment forte et pérenne. Ça peut se faire par moments parce que vous êtes là avec lui, vous traduisez pour lui, mais ça ne s'installe pas de façon définitive. Voilà, c'est pas très à la mode de dire ça. Hein. La mode, c'est de dire que l'autisme c'est un handicap, c'est pas une maladie. Ok, d'accord, très bien, ça change rien. Ça change rien du tout. Hein. On voit ce qu'on voit sur le plan clinique, et puis que ce soit un handicap ou une maladie, ça ne change rien. Mon travail de psychomotricien avec ces patients-là, que m'adresse le docteur Setmarelli régulièrement, ça va être d'être ce tiers qui explique à l'enfant ce qu'il est en train de vivre dans son corps. Seulement, derrière leur... ça, c'est l'idéal, c'est l'aspect théorique idéal. Parce que, évidemment, vivre dans quelque chose lors d'une déconnexion entre le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui est terriblement angoissant. On subit des choses, on ne reconnaît pas ce qui se passe, on n'identifie pas, on a des stimulations qui nous envahissent sans les comprendre, elles ne sont pas filtrées, c'est extrêmement difficile. Donc derrière l'idée, je suis là, moi, le psychomotricien, pour aider cette traduction en sensation-perception, par exemple, il faut d'abord travailler sur toute cette forme d'angoisse, tout ce qui parasite, tout ce qui est délicat pour tout ce qui fait la pathologie de ces enfants-là. Et ça demande un espèce d'apprivoisement, savoir apaiser des angoisses qui sont relativement innommables, impensables pour eux, de façon à pouvoir après accéder à d'autres domaines. Voilà, je ne guéris pas l'autisme, bien sûr, mais on soulage. On soulage. Et quelle que soit la façon de considérer ces enfants-là, que ce soit qu'on attend d'eux des apprentissages, qu'on les considère comme des sujets en souffrance, de toute façon, le travail sera le même. Voilà. On va s'adresser au sujet qui n'est pas, mais qui est quelque part, parce qu'il y a toujours une partie saine chez notre patient, on va s'adresser à cette partie saine pour participer à sa reconstruction. Voilà. Bon, ça va. Bonsoir. Donc, moi, je suis psychiatre, donc j'ai envie de dire que je n'ai pas besoin de définir ce qu'est un psychiatre à la différence d'un psychomotricien, sauf que lorsque Eric est venu chercher pour travailler sur les liens d'esprit, je suis ravi parce que c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Et lorsqu'on est autour d'une table, plusieurs spécialistes pour parler d'un patient, on se présente. C'est toujours intéressant dans la manière dont on se présente. Et effectivement, je me présente psychiatre, pédopsychiatre, médecin psychiatre, etc. Et je me suis dit, mais c'est quoi au fond un psychiatre? En fait, je me pose la question au fur et à mesure que j'avance. C'est une question qu'on me pose souvent. La première question qu'on me pose régulièrement quand je viens à une soirée, c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychanalyste et un psychologue? Donc ça ne va pas de soi non plus. Alors, ça ne va pas de soi, c'est intéressant si je l'ai appris en faisant du philo. J'ai compris la théorie que ça ne va jamais de soi. On interroge ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené à travailler avec mes collègues. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la question d'être psychiatre. En gros, c'est quoi un psychiatre? Alors c'est sûr, c'est un médecin. Ça c'est clair, il y a trois, c'est le médecin. Médecin de la psyché, médecin de l'esprit, mais médecin quand même. C'est-à-dire qu'on est censé aussi s'intéresser au corps. Et si quelqu'un ici perd connaissance, je pense que savoir que je suis psychiatre, ça ne va pas rassurer. Parce qu'effectivement, le médecin, le somaticien, qui est un biologiste en fait, est celui qui s'occupe du corps, le corps pur et dur, entre guillemets, qui n'est pas traité de pathologie, qui a tel ou tel symptôme avec une évolution, presque si on regarde Wikipédia, regardez les maladies, vous dites voilà comment je vais terminer. J'exagère un peu, mais effectivement, donc, le psychiatre, il est d'abord médecin et il doit s'occuper du corps. L'autre partie, c'est psychiatre. Lui, il s'occupe de l'esprit. Et on se dit, s'il s'occupe de l'esprit, c'est ce que fait en général le psychiatre, pourquoi faut-il un psychiatre? Peut-être qu'un psychologue suffirait. Donc on est pris entre deux mouvements, et le mouvement actuel, c'est quand même autour des neurosciences, la neurologie, etc., etc. Et si je pousse le trait, si je grossis le trait, on peut se dire, si le psychiatre est réduit aux neurosciences, pourquoi pas rejoindre les neurologues, même presque
voir disparaître cette profession, ou les endocrinologues, après tout. Hein, si vraiment on est dans la matière. Et puis inversement, si je suis pour un psy, je laisse ma place à Philippe. Que bien faire un psychiatre au milieu de tout ça? Donc on voit déjà que le thème sur le lien corps-esprit m'a vraiment apporté, parce que je me suis dit, mais le psychiatre, s'il a sa place, forcément, à un moment donné, parce que même si les neurosciences cognitives avancent, progressent, il y aura toujours quelque chose qui va échapper dans la subjectivité du patient, vraiment, dont on va tenir compte. Ça, c'est important. Donc, on va avoir une certaine vision globale de notre patient, et au quotidien, je dois avouer que les neurosciences ne m'aident pas beaucoup. Je ne sais pas ce qui m'aide, globalement, peut-être déjà ce travail-là, ça m'aide beaucoup, mais avec le temps, je me suis aperçu que il faut rester humble. Effectivement, alors tout le monde discute sur telle ou telle pathologie, on se transforme, mais je pense que la première chose à avoir, c'est d'être peut-être assez, je dirais, réservé, humble, et puis se mettre en avant que, en fait, on ne sait pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est que je suis en relation de compassion. Ça, c'est le premier point. Donc, cette question des liens corps-esprit m'a interrogé à travers simplement le métier de psychiatre. Le deuxième point, deuxième constat que je fais en 30 ans de psychiatrie, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Eric, c'est peut-être dans le domaine de la maladie mentale que l'on voit ce qui va, je dirais, naturellement de soi quand on va bien. On ne se pose pas la question si c'est mon corps qui fait ou si c'est mon esprit. Non, tout ça, ça marche bien. C'est peut-être dans la pathologie mentale que l'on voit, entre guillemets, cette disjonction corps-esprit. Alors, on peut le voir de manière dimensionnelle et catégorielle. C'est bien compliqué. Je prends une dimension qui parle à tout le monde, que je relate assez régulièrement, et cette chaîne de questions posée, c'est la dépression. Maladie du corps, maladie de l'esprit, difficile à dire. Est-ce que c'est le psychiatre qui traite une dépression? Est-ce que c'est un médecin, somaticien, un neurologue? Je cite quand même un article que j'ai lu comme ça dans Sciences et Avenir, mars 2015, à propos des nouveaux traitements de la dépression. L'article commence comme cela, je cite, « Cette maladie neurologique touche près de 5 millions de personnes en France, dont une majorité de femmes. » Je me dis, tiens, c'est neurologique. C'était vraiment centré sur la neuro. Donc je me suis dit, le psy, fait quoi là-dedans? Le psychiatre, médecin. Est-ce que beaucoup de maladies psychiatriques vont basculer dans le champ de la neurologie? Donc si je reprends la notion de la dépression, et si je m'intéresse à une dimension linéaire, où je vais lier les symptômes d'une dépression selon une chaîne qui va de l'esprit vers le corps, classiquement, si je me réfère à nos classifications, qui changent assez régulièrement d'ailleurs, la dépression, c'est une humeur qui va être triste, une tristesse qui est quotidienne, une tristesse qui est envahissante, qui empêche, je dirais, de fonctionner normalement, qui entraîne un pessimisme, qui entraîne une perte d'intentionnalité, se ferme au monde, une perte d'intérêt, un manque d'allant, une perte d'énergie, une perte d'endurance physique, une faiblesse, une fatigue, des douleurs dans les muscles, etc. Lorsque ces trois dernières dimensions sont extrêmement importantes, la dépression n'est pas évidente. Pourtant, il y a quand même une chaîne linéaire qui va de la tristesse de douleur jusqu'à cette fatigue. Et d'ailleurs, c'est souvent le premier symptôme allégué par les patients, c'est une fatigue. Vraiment, c'est corporel, c'est physique. On va voir un médecin généraliste. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a que ces symptômes qui apparaissent, on évoque des fois un diagnostic qui n'existe pas, par définition, c'est presque une théorie, une dépression masquée. Si elle est masquée, je ne vois pas. Si c'est une dépression, elle est masquée. Donc on tombe dans des choses qui sont quand même compliquées. Si je passe à une dimension catégorielle, à ces dépressions masquées, par exemple, par des somatisations, il peut y avoir ce qu'on appelle des dépressions masquantes, c'est-à-dire à l'inverse. Il m'est arrivé, j'ai fait pendant très longtemps de la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire que je travaillais dans les services portes, les urgences, les services d'accueil d'urgence, où on m'adressait effectivement beaucoup de patients pour des difficultés comportementales, des tentatives de suicide, etc. Mais certains patients voulaient voir d'emblée un psychiatre, ou on m'adressait d'emblée un patient vers un psychiatre, et j'ai vu des messieurs, des dames qui étaient complètement déprimés, tristes, etc. Mais il y avait quelque chose d'atypique, et en fait, c'était des dépressions masquantes, c'était des fois le début d'une maladie de Parkinson, etc. Mais ça donnait comme ça un visage dépressif. Et ça, on peut le retrouver aussi dans les modes d'entrée dans la démence. Par exemple, on parle de pseudo-dépression démentielle, et inversement, vous avez des pseudo-démences dépressives, donc on ne sait plus trop si c'est le corps ou l'esprit. Je me souviens aussi d'une jeune qu'on nous a adressée pour un état maniaque, c'est-à-dire
la manie en psychiatrie, c'est quelqu'un qui est extrêmement euphorique, de manière morbide, qui est dans la toute-puissance, dans une agitation psychomotrice intense, avec des propos mégalomaniaques, et qui dort, tout enfant, en fait, qui dort 2 ou 3 heures, et qui se réveille comme ça, avec plein d'énergie. Alors, je me souviens de cette petite qui nous a été adressée, mais à la base, elle avait un trouble neuroendocrine qui expliquait peut-être sa manie, mais à chaque fois, il a fallu qu'on fasse, entre guillemets, des va-et-vient entre les collègues neuroendocrines et nous-mêmes pour traiter cette patiente. On ne savait pas si c'était la psychiatrie qui était au départ de son trouble qui entraînait des troubles neuroendocriniens ou des problèmes neuroendocriniens qui entraînaient secondairement des troubles psy. Sans compter toutes les pathologies psychiatriques à expression somatique, à commencer par l'angoisse qui est quand même souvent présente, dont on peut prendre de versions somatiques chez les hypochondriaques. Combien de fois j'ai demandé à mes collègues de voir les hypochondriaques, souvent ils ne les adressent pas, ils ne veulent pas voir les psychiatres, les hypochondriaques. Ils disent qu'ils vont bien, ils ont une maladie somatique, c'est un peu l'image du corps, ils sont vraiment, je dirais presque, c'est leur être tout simplement d'être malade. Donc on a le versant somatique et le versant psychique. Là, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'est plus familier avec son corps particulier, voire même qu'on n'a plus de corps. On a vu des situations comme ça où on peut se poser la question de qui est derrière ce corps chez les patients. Je vais pousser là aussi le trait de manière assez foncière. J'ai le sentiment, parfois, quand je vois des patients qui ont des anorexies mentales graves, j'en ai vu quelques-unes, on peut imaginer que pour elle, le corps n'existe même pas. Il y a quelque chose de l'ordre d'un esprit, comme ça. Mais c'est vraiment, donc, le corps est quand même bien sûr là, avec de quel corps on parle. Donc c'est vrai que les expressions somatiques de troubles psy sont extrêmement variées, et à chaque fois, et ça c'est notre crainte en psychiatrie, c'est effectivement d'aller toujours demander un examen somatique, on a quand même en tête la matière, mais rien, mais c'est extraordinaire de voir qu'il n'y a rien, en tout cas, actuellement, on ne retrouve rien, on a des examens. Donc on est du côté du psy au sens très large. Ça, c'était le deuxième point qui m'a amené effectivement à travailler autour de ce thème. Et puis le troisième point, c'est, là on se rejoint, c'est l'enseignement de la psychiatrie en psychomotricité, dont j'ai découvert, ça je connaissais déjà les psychomotriciens en travaillant avec eux, mais là je suis rentré dans un autre monde qui est la psychomotricité, forcément. Et un des fondements de la psychomotricité, là je parle presque pour aider, il y a la phénoménologie, et j'ai commencé à m'intéresser à la phénoménologie dans le champ de la psychiatrie. Ça existait déjà depuis longtemps. Ça n'existe pratiquement pas en pédopsychiatrie, mais je pense qu'on va commencer à s'y intéresser. Mais à partir de ce constat, la phénoménologie, c'est ce qui m'a amené à faire des études de philosophie pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que la question du lien entre le corps et l'esprit, je veux dire, et de l'intersubjectivité entre un médecin et un patient, ça brasse. Et on voit le patient, je dirais presque globalement tel qu'il est, sans avoir d'a priori concernant sa pathologie. Je vais pas aller chercher tel ou tel symptôme, etc. Je reste comme ça, je suis dans une ouverture pour, je dirais, m'intéresser à ce qui va apparaître. Bien sûr que c'est une attitude, et c'est pas, je dirais, un dogme, entre guillemets, je pense que même la phénoménologie est antidogmatique, mais ça me permet, je me décentrer effectivement d'un côté des neurosciences, de l'autre côté de la psychanalyse, d'un autre côté du systémique, du neurophysique, etc. Donc on a choisi effectivement plusieurs thèmes où on a, alors c'était pas évident parce qu'il y a des thèmes effectivement qui me parlaient plus que d'autres. Le mouvement par exemple est un thème extrêmement difficile, entre guillemets, psychiatrisé. On n'a pas de trouble du mouvement qui n'existe pas. Au sens propre du terme, on a l'instabilité psychomotrice, l'hyperphénoménologie, on parle du comportement, donc il va quand même essayer de réfléchir à cette question. Il y a d'autres thèmes qui étaient peut-être plus faciles entre guillemets, mais en fin de compte on s'aperçoit qu'à un moment donné ça bloque, il y a quelque chose qui est difficile, et de se confronter, ça permettait d'ouvrir des portes, de dépasser certaines apories, parce que de soigner les patients, forcément on est dans des impasses. Et je dirais qu'il faut à chaque fois réfléchir entre 2, 3, 4, 5 ou 6 situations, ce qui n'est pas évident. L'éthique se glisse, je dirais, à travers ces impasses. Et puis, surtout, ce que ça m'a apporté, au-delà de ça, c'est que, me semble qu'il y a un petit peu d'accord là-dessus, c'est que la problématique
corps-esprit s'est déplacé sur une problématique de l'intersubjectivité, notamment, des situations, etc. Et puis surtout je dirais, combattre les dogmes, parce qu'effectivement, parfois les dogmes, c'est quelque chose qui nous enferme, et dans le champ de la médecine, de la psychiatrie, on peut aussi enfermer dans le dogme. Les patients sont là pour nous rappeler que justement les dogmes, c'est quelque chose qui est à combattre. Donc voilà, je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire là. Oui, donc je vais me présenter brièvement. Mon parcours, effectivement, ça a été d'abord des études de psychomotricité. Alors, je le dis parce que ça me revenait en vous écoutant. Quand j'ai entamé ces études, j'avais une représentation de ce métier qui était de traiter, en quelque sorte, des autistes. Voilà, je me voyais soigner des autistes. Or, s'il y a une chose voilà, dans laquelle vraiment je ne suis pas bon, c'est bien m'occuper des autistes. J'en ai fait le constat. Donc, je me suis engagé dans ces études, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai très peu travaillé comme psychomotricien. Je suis tombé dans le bain de la psychanalyse et des études de psychologie, donc je suis psychologue clinicien. Fabrice, tu parlais de différencier psychiatre, psychanalyste, psychologue. Il y avait psychothérapeute également, qui est un terme qu'on va laisser de côté puisqu'il veut tout et rien dire encore aujourd'hui. Disons que si je pratique des psychothérapies avec des adultes et des enfants, sont des psychothérapies d'obédience psychanalytique. Voilà, c'est ma manière de... Voilà, j'en connais pas d'autres. C'est comme ça que je fonctionne, je dirais, naturellement. Alors, la question de l'autisme, elle va peut-être... elle a été l'objet de débats, notamment entre Eric et moi, sur cette question de l'amarrage. Hein, on a débattu beaucoup sur la question de l'amarrage, donc ce que disait Damasio. Alors, voilà, je parle un petit peu des choses qui me sont venues, qui se sont présentées et qui, justement, n'auraient pas pu être amenées, voilà, j'aurais pas pu être amené à penser autrement des choses s'il n'y avait pas eu cette dynamique de groupe et d'écriture collective qui nous redonne des bords, qui nous ouvre des champs qu'on n'imaginait pas. Bon, je reviendrai là-dessus. Donc la question de l'autisme et de cette question de est-ce qu'il y a quelque chose qui s'amarre ou pas du corps vers l'esprit, ou un esprit qui se... on n'a pas vraiment résolu cette question. De la nature de l'amarre. Voilà. Finalement, pour moi, quelque chose qui peut s'amarrer, ça veut dire que c'est séparé au départ et que ça va s'accrocher. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'idée de deux entités différentes. Et alors, je n'avais jamais pensé ça, alors on aurait pu finalement prendre comme titre les séparations corps-esprit. Parce que la question des liens corps-esprit, c'est aussi la question des séparations. En clinique, en tous les cas, on est consulté pour résoudre des séparations. Voilà, tu parlais de l'anorexie, l'anorexie qui ne se reconnaît pas, qui ne se voit pas telle qu'elle est, hein, cette différence entre la sensation et la perception, c'est-à-dire comment elle traite psychiquement l'image d'elle-même qu'elle voit dans le miroir et ce qu'elle reçoit, ce qu'elle ressent. La séparation, alors bien sûr, oui, la psychosomatique, la médecine psychosomatique, c'est par excellence un questionnement sur qu'est-ce qui s'est passé dans le développement du corps et de l'esprit et pourquoi à un moment donné quelque chose s'est produit qui fait que la voie d'expression de cette souffrance, on va dire, d'une souffrance, ne s'exprime pas par la voie psychique, des symptômes classiques, névrotiques ou autres,
mais s'exprime dans le corps. Voilà. Là, on touche là un moment, quand on se rapproche avec les patients, séance après séance, on voit bien qu'on se rapproche de moments très très archaïques, d'avant le langage, c'est-à-dire d'avant l'apprentissage de la langue, et qui s'exprime, qui va s'exprimer d'abord dans le corps, puis par le langage. Le langage n'étant que le moyen d'expression de la pensée et donc de l'esprit. Même si c'est pas si simple que ça, évidemment. Et donc, on est amené à repenser, c'est ça quand on est thérapeute finalement, quelle que soit sa place de thérapeute, et j'inclus les philosophes là-dedans, parce que pour chacun des cas, on peut dire que Chantal aussi a été thérapeute, a apporté un point de vue thérapeutique. On est à la place peut-être on va dire, d'une fonction maternelle, d'une fonction paternelle, et en tous les cas du travail psychique de la mère, effectué par la mère, effectué par le père, avec son bébé, pour l'amener à traduire, on parlait de transformation, des sensations en perception par exemple, pour amener l'enfant, la mère ne fait pas autre chose que de faire de la traduction, c'est une interprète. C'est une interprète, et pas que ça bien sûr, mais qui donne des interprétations, une lecture et un langage, des mots, et l'enfant va s'en saisir, et l'esprit, la pensée, le langage vont se construire, mais sur le corps, à partir du corps, à partir de ce sensoriel, mais pas que. Alors, si on en restait là, on bute sur quelque chose, enfin il manque quelque chose, et ça a été, alors que je le savais, on le savait chacun d'entre nous, mais on l'a redécouvert, voilà, ça on l'a évoqué tout à l'heure, ça marche pas tout seul. Un thérapeute, il n'est pas tout seul avec son patient. Il y a des superviseurs, il y a des collègues, il y a ceux avec qui on partage, on échange, on réfléchit, on est écouté, et puis on écoute à son tour. Et tout ça, ça participe aux transformations dans le psychisme du thérapeute, et ça va apporter une transformation que va s'approprier le patient par la suite. Parce que comment ça marche, une psychothérapie, une psychanalyse, tous les jours je me pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il revient me voir? Pourquoi ça marche? Et pourquoi ça marche? Et pourquoi là ça ne marche pas? Ou que ça ne marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille chercher ailleurs quelque chose pour relancer l'analyse ou la thérapie. Cet ailleurs, je parlais de supervision, des collègues, du travail collectif, etc. C'est la présence, comme pour la mère, entre la mère et l'enfant et le père, c'est l'autre. Et ça a été notre redécouverte, je dirais, fondamentale de la nécessité qui est un autre en présence d'un enfant pour qu'il se construise, pour qu'il se mette à penser. C'est-à-dire qu'il ne soit pas qu'un seul corps, mais qu'il devienne un corps, on avait même pensé à ce titre, le corps pensant, et alors c'est là que notre débat pourrait se poursuivre, c'est que moi je ne peux pas le penser en termes d'amarrage, mais en termes de quelque chose qui est solidaire, alors qui est peut-être pas là tout à fait au début, côté de l'esprit, mais qui va se développer, c'est un prolongement du corps, l'esprit. L'esprit, c'est notre cerveau qui nous permet d'avoir un esprit de pensée, c'est donc notre corps, c'est les deux bouts de la même ficelle, on ne peut pas le couper, c'est pas possible. Par contre, ce que je disais, c'est que les séparations que l'on voit dans les pathologies, dans les souffrances, qui vont faire qu'il y a des symptômes, des
troubles du comportement, des symptômes d'angoisse qui surprennent les patients, disent oui, mais voilà, j'ai vu des médecins, j'étais aux urgences, les pompiers m'ont ramassé dans le métro, etc. Pourtant, j'ai eu une belle enfance, tout va bien, mais on m'a dit que finalement, c'est une crise d'angoisse. D'où elle vient, cette crise d'angoisse? Qu'est-ce qui fait que le corps a défailli comme ça, tout d'un coup? Et là, voilà, on voit bien qu'il y a une séparation, hein, un clivage, un Spaltung, voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais une séparation dans la pathologie, dans la souffrance, entre le corps et l'esprit, comme en psychosomatique, en médecine psychosomatique, etc. Alors voilà, moi c'est toutes ces questions-là, et sur l'origine de la pensée, hein, que j'ai été vraiment heureux de partager avec vous quatre, enfin, toutes ces réflexions, et que j'ai été amené à me remettre en question aussi dans mon travail. Mon travail avec mes patients a évolué avec ce travail-là, ce partage, avec les autres, hein, avec ces autres qui m'ont aidé peut-être à traiter autrement, psychiquement, autrement qu'avec ma propre histoire. Ça, c'est important, parce que, voilà, quand on tire un fil, hein, on est ce qu'on est avec notre histoire. Or, notre histoire, on n'est pas seul. Il y a des autres avant nous, là aussi. Et moi, mes centres d'intérêt, je dirais qu'on retrouve finalement c'est peut-être ces échanges-là aussi qui font que m'a proposé aussi de participer à ce travail, c'est le transgénérationnel. Comment c'est possible qu'il y ait des choses non dites, qui ont disparu, dont on ne sait même plus de quoi il s'agissait, mais qui, 2-3 générations après, vont tout d'un coup se submerger comme ça et envahir un sujet qui va être pris par une histoire d'il y a 2 ou 3 générations, et notamment, bien sûr, dans tous les drames des génocides et autres, il y a de quoi faire pendant plusieurs générations. Hein. C'est un fonds de commerce assuré pour plusieurs générations. Alors, il y a cette question-là, il y a la question de l'origine de la pensée, il y a la question de ce que devient notre société aujourd'hui, dans cette séparation du corps et de l'esprit. Alors, on le voit avec l'histoire de neurosciences, des attaques toujours sur la psychanalyse, etc. L'inconscient, c'est un gros mot, enfin, bon, peu importe ce que chacun pense, de fait, on a une société qui évolue, où le corps, et là les artistes contemporains vont nous le renvoyer, ils ont tous un métro d'avance sur nous, les artistes, les adolescents, hein, avec les pathologies adolescentes qui sont de plus en plus, pas de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus dramatiques et graves. Alors je pense aux questions qui m'ont intéressé, sur lesquelles j'ai travaillé, des piercings, des tatouages, des scarifications, ces marques sur le corps, qui ne sont plus du tout prises dans une appartenance totémique, symbolique. Hein, on n'est plus dans le symbolique aujourd'hui, il y a quelque chose du symbolique qui s'est effondré, et où le corps prend une place là où il n'y a plus de symbolique, où le langage, la pensée est justement clivé, quelque chose comme ça, clivé, séparé. Et là, on n'est pas dans la pathologie, hein, quand je parle des tatouages, des piercings, de l'art contemporain, d'Orlan par exemple, et d'autres artistes comme ça qui ont mis leur corps en avant depuis longtemps déjà. Hein. Donc voilà toutes les questions qui sont contemporaines et qui aujourd'hui même, je dirais, là je dirais que j'en suis là, hein, après ce travail-là, c'est la question par exemple qui vient très très fort aujourd'hui de l'intelligence artificielle, hein, qui nous questionne complètement, alors c'est d'une autre manière, mais sauf qu'on voit des robots maintenant qui vont être thérapeutes, qui sont thérapeutes et qu'on utilise dans les pathologies de dégénérescence type Alzheimer et autres, ou dans d'autres pathologies, ou dans l'aide justement pour les
des autistes, etc. Donc c'est d'ailleurs la question de l'utilisation des robots, de l'intelligence artificielle, qui est questionnée par le cinéma, par les séries télévisées, enfin, la science-fiction. C'est une question je dirais, là aussi où la présence de l'autre est très importante. C'est-à-dire, est-ce qu'un robot, aussi intelligent soit-il, nous ressemblant autant que possible, ayant le même corps que nous autant que possible, on peut imaginer avec le clonage, voilà, un corps vivant, voilà, associé, voilà, etc., avec une intelligence artificielle. Est-ce que ça pourra fonctionner? Est-ce qu'il pourra y avoir vraiment... alors oui, on est arrivé à l'empathie, hein, à la question de l'empathie à la fin de notre ouvrage, finalement, naturellement, on est arrivé là, hein, c'est assez intéressant aussi. On a peut-être encore des choses à dire, je dirais, sur le cheminement vers la question de l'empathie, hein, donc de cette, finalement, de la réponse à l'attachement à l'autre, hein, et de l'intérêt qu'on peut porter à l'autre, de l'identification à l'autre, enfin, c'est pas l'identification, mais eh bien, est-ce que notre monde contemporain, vers quoi nous amène-t-il aujourd'hui quand on parle de robots? Est-ce qu'on peut avoir des robots thérapeutes? Alors, champion d'échecs, oui, mais est-ce qu'on peut avoir des robots thérapeutes en dehors de la présence tierce d'un autre qui serait un humain thérapeute? Voilà, en tout cas, je n'ai pas la réponse, mais je la suggère quand même. Voilà, donc les questions qui sont ouvertes dans nos échanges, dans cette construction collective et qui n'a pas fini d'engendrer des réflexions. Voilà. Alors, 2 mots en conclusion pour que les échanges possibles. Pour réfléchir au bilan du livre, et nous n'avons pas fini d'en explorer aussi toutes les retombées, l'une des premières choses que ça a pu apporter, peut-être un premier bouleversement, je dirais que c'est un bouleversement de type affectif, au sens où le fait que quand nous avons écrit nos textes, nous attendions la confrontation avec les autres, savoir ce qu'ils allaient dire sur le même thème. Parfois, certains thèmes, nous avons l'impression que nous ne pourrions peut-être pas être très pertinents, ou au contraire que c'était plutôt notre thème par excellence. Ça a engendré quelque chose qui est, pour moi maintenant, et je pense que c'est peut-être partagé, c'est l'attente du discours des autres. C'est-à-dire que quand je mène maintenant une recherche sur un sujet, je me demande comment les autres disciplines, en particulier donc, celles qui ont été incarnées par vous, auraient abordé la question. Et ça, c'est une mutation qui est décisive, parce que je pense qu'en philosophie, en tout cas, on a trop tendance à vivre dans une sorte de monde clos, avec des objets philosophiques bien définis, une posture qui est souvent une posture assez hégémonique, même si il y a critique, mais l'idée, la posture de surplomb, l'idée que c'est la pensée incarnée qui se joue dans la philosophie. Et de ce point de vue-là, on a tendance à instrumentaliser les autres disciplines comme étant simplement des matériaux qui viendraient alimenter la réflexion, mais comme n'étant pas elles-mêmes dotées d'une pensée propre. Alors ça, je crois que travailler comme ça, c'est la meilleure des antidotes. C'est la meilleure des antidotes, c'est-à-dire le discours des autres et le fait de comprendre que il y a une pensée spécifique et des approches spécifiques qui ne sont pas réductibles les unes aux autres, qu'elles ont leur légitimité, leur pertinence et qu'on a tout à gagner à apprendre des autres. Alors ça, on le savait déjà d'une certaine manière d'un point de vue théorique, mais en faire l'expérience au point qu'on ne peut plus désirer seulement lire des philosophes, mais lire autre chose pour alimenter sa propre pensée, c'est vraiment quelque chose de décisif. Et surtout qu'en philosophie, je trouve que quand on aborde les questions, par exemple le corps-esprit, on a tendance, comme c'est le cas pour toutes les thématiques, à aborder ces questions du point de vue d'un homme fait. C'est-à-dire qu'on s'interroge très très peu sur l'enfance ou sur le bébé,
considère comme des thèmes ne faisant pas partie de la philosophie. On est toujours dans l'idée de l'âge de raison, où par l'enfance nous comprenons que c'est mal parti, l'enfance c'est le sommeil de la raison, etc. Du coup, il n'y a pas d'investigation philosophique sur la petite enfance. On renvoie ça généralement à la psychanalyse, à la clinique, à la psychologie, mais ça n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'investigation. Or là, justement, dans la confrontation des points de vue, c'était quelque chose de décisif, c'est-à-dire le fait qu'il faut qu'on arrête de penser en philosophe comme n'ayant affaire qu'à des êtres de raison, et qu'on ne pense pas corps et esprit comme étant des données à partir desquelles on va pouvoir spéculer. Alors le deuxième élément, la deuxième modification, je dirais qu'il y a une modification de type affectif, et d'un point de vue cognitif, je crois que ça c'était, nous l'avons vu qu'à travers nos cheminements qui étaient spécifiques, différents, nous avons vu tous les uns les autres que nous ne pouvions pas penser les liens corps-esprit comme ça dans l'abstrait, que nécessairement postuler que corps et esprit ça existe comme des entités constituées, c'est une illusion, et nous avons vu qu'il fallait en réalité penser des intercorps et des interesprits, et ce qui a été décisif, c'est la question du déplacement vers la question du tiers. Il ne faut pas penser ni en termes strictement monistes, ni en termes strictement dualistes, il faut penser finalement un discours tiers, c'est-à-dire l'introduction de la référence à l'autre, parce que ce qui nous constitue comme corps et ce qui nous constitue comme esprit, c'est nécessairement nos échanges avec les autres. Alors on voit évidemment dans la question de la petite enfance, on le voit à travers la clinique, et on l'a vu évidemment de la manière la plus forte à travers la question de l'empathie, qui nous amène peut-être aussi à repenser ces thèmes qu'on a tendance à penser comme des entités séparées, mémoire, perception, etc. Nous avons vu que chaque fois, ce qui était décisif, c'était les liens intersubjectifs. Donc ça a permis de déplacer un petit peu la question du face-à-face corps-esprit pour penser plutôt la relation médiane avec l'altérité et comment ça vient bouleverser les données, comment ça se constitue ou ça ne se constitue pas, comment, au fond, nous avons besoin sans arrêt de cette référence à l'altérité pour pouvoir penser ces liens, ou la séparation, justement. Puisque penser la séparation, c'est aussi penser à un lien avec les autres qui ne se fait pas. Alors je m'arrêterai sur ce point pour que nous puissions avoir des discussions. En tout cas, merci à tous pour votre attention. J'aurais tendance à penser que, en référence à d'autres auteurs, on n'a pas le temps de citer, et que le bébé doit apprendre comment fonctionne son corps, son organisme. Ça relève de lui, c'est un travail qu'il doit faire. Il a pour ça, au début, besoin de s'entraîner, de faire des mouvements pour faire des mouvements, pour maîtriser quelque chose. Et ensuite, insérer ces mouvements dans un environnement, dans un espace. Alors, changer un petit peu de perspective et se dire que l'objet à connaître, ce n'est plus seulement le ressenti du corps en action, par exemple, mais c'est aussi l'effet qu'il a sur l'environnement. J'ai tendance à penser que ça, c'est universel. Que dans toutes les cultures, ce sera la même chose. Un bébé doit passer par ces étapes-là. Après, vous faites référence à l'intervention de l'autre, et l'autre va mettre un sens sur ses comportements. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on passerait dans le symbolique, si c'est ça qui peut être derrière. Mais je pense que dans les premiers temps, on est dans du sensorimoteur. Il faut que ça fonctionne, la sensorialité pour la motricité, et que c'est pareil pour tout le monde. Ce serait ma façon de répondre. Oui, bon, moi je dirais que bon, un bébé a des compétences pour apprendre toutes les langues, corporelles et verbales. Voilà, de la même manière même dans la pathologie, enfin on sait bien qu'il y a des pathologies dans certaines cultures qu'on interpréterait dans notre culture de manière totalement erronée. Bon, ça maintenant, on sait ces choses-là. Alors, je dirais que
voilà, la maman qui aide son bébé à développer son langage ou ses gestes, enfin à transformer ses mouvements en gestes, elle va interpréter, c'est une interprète, elle donne du sens, et puis après il y a de plus en plus de sens possible sur un geste. Ça dépend du contexte, de ce qu'il y a autour, d'avant, après, etc. Donc il y a un enrichissement du nombre de sens possibles qu'on peut attribuer à un geste. Et pas seul dans une culture et dans les autres cultures. Alors après, ce qui peut peut-être dysfonctionner, enfin, voilà, ça va être effectivement quand l'autre va donner des interprétations qui rendent fou, hein, qui rendent fou, qui sont impossibles à penser. Et quand on n'a pas les moyens de se défendre, de métacommuniquer sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a un enjeu d'amour trop fort ou qu'on n'a pas encore le langage, là, l'interprétation, on la subit et elle fige. Hein, elle peut figer, surtout quand c'est répétitif, évidemment, etc. Voilà. Moi, je complète, parce que vous avez évoqué les diagnostics. Alors, les diagnostics, c'est vrai que c'est un gros souci dans le monde de la psy. Alors, dans le monde médical, je peux dire, il y a des classifications qui sont bien révisées. Donc, j'ai un streptocoque, on a, je crois, une chose à vous dire. On va lire le coup de gorge, on trouve un streptocoque, et puis on va dire le traitement, c'est comme ça. En psychiatrie, ça ne se passe pas comme ça. Alors, certes, il y aura forcément des gens qui vont être très à cheval sur le diagnostic, qui se veut objectivement, si je puis dire, hein, il y a plusieurs chercheurs, savants, des sociétés savantes qui réfléchissent ensemble sur qu'est-ce qui est cartographie, toujours en lien avec l'avancée des sciences, du côté des sciences, là, à ce niveau-là. Donc les diagnostics en psychiatrie, c'est des sujets qui sont régulièrement travaillés dans les réunions, alors trop passionnels, parce que j'ai envie de dire parfois, je vais exagérer, parfois dans le psychiatre que dans diagnostic, si je peux dire. Il y a donc des références officielles qui sont révisées régulièrement, dont on doit se servir, dont on doit rendre compte, hein, qui permettent de parler la même langue sur différents psy, au sens très large du terme, mais ça ne doit pas, je dirais, guider, en tout cas, parce que c'est la manière dont je pense, ma manière de traiter mon patient sur quelque chose qui très bien, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'on va élargir, bien sûr, le travail à ce qui se passe dans l'intersubjectivité. On travaille nous avec des ethno-psychiatres, par exemple, on est de compte, des situations qui sont effectivement échappent à toute objectivité, si je peux dire, en tout cas, échappent à nos modes de pensée un peu occidentales, et c'est plutôt un enrichissement, un travail sur le sens. Après, le sens qui est forcément l'interprétation, il y a là aussi une fonction dans la relation que utilisent les uns et les autres. Il y a eu pas mal de diagnostics qui ont été disparu des nosographies, parce que là, on va dire qu'on a toujours pris dans cette culture. Mais régulièrement, on n'arrive pas à dire que ce n'est pas le diagnostic qui fait que. Voilà, c'est vraiment le travail de lien. Voilà, parce que sinon, effectivement, on va répéter. Oui, 30 secondes, c'est parce que ça me revient là. J'ai eu l'occasion de travailler au Cameroun. Et bon, là, pour le coup, il s'agit d'une culture assez différente, et puis en plus, plurielle. C'est sûr que c'est très très compliqué de comprendre ce qui se passe avec un tel ou un tel ou un tel, mais j'en suis quand même arrivé à me dire, mais l'inconscient, c'est le même. C'est-à-dire que même si le mouvement, l'interprétation peut prendre des colorations différentes, même radicalement différentes, néanmoins, l'inconscient est le même. Voilà. Et avant même le langage. Je voulais juste ajouter quelque chose aussi là-dessus, parce que justement les émotions, quand elles ont été étudiées, c'était dans les années 80, ça date un petit peu maintenant, mais on a quand même montré, puis quand même c'était d'arriver encore plus facilement.
il y a un certain nombre d'émotions qui sont des émotions primaires et qui sont en fait partagées par tous les humains, quelle que soit la culture. Et après, je dirais qu'effectivement, il y a tout l'aspect de l'acquis qui va moduler des émotions, qui vont plus des émotions secondaires. Mais il y a quand même une base commune, et je pense que voilà, ça rejoint ce que tu dis sur cette intention qui est même pour tout le monde. Mais effectivement, il y a des bases qui sont là, qui sont les mêmes chez tout le monde. Et puis après, il y a les expériences qu'on vit chaque jour qui vont faire qu'on va être modelé, qu'on va se modeler d'une manière ou d'une autre. Alors, l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est qu'est-ce qui se passerait si la traduction a été faite par une machine? C'est exactement la proposition tout à l'heure, Philippe, qui propose un robot thérapeute. Qu'est-ce qui se passerait si c'est une machine qui parle, qui traduirait voilà. Ça ne marcherait pas, parce que le langage n'est pas seulement informatif, et qu'on ne se contente pas d'égrener des informations. Le langage, il fait passer aussi des émotions, il fait passer des sentiments. Le bébé, il a besoin de ça. Il a besoin non seulement qu'on lui explique le monde, mais qu'en plus qu'on lui dise qu'on est là avec lui. Et qu'on soit capable de mettre de l'affectif dedans. Sinon, ça ne marche pas. Si on ne donne pas d'affection, on meurt. Quelqu'un qui n'est pas aimé au début de la vie, c'est la mort. Oui, mais l'hypothèse, c'est pas du tout de retirer tout autre être humain, en particulier la relation familiale. L'idée, c'est surtout, pour moi, de penser que les liens corps-esprit, comment dire, pour moi, ils sont forcément là. Je veux dire, même si on découvrirait ces choses-là peut-être plus lentement, Ouais. Quand vous regardez marcher un enfant autiste, vous voyez bien qu'il n'y a pas quelque chose de global, il n'y a pas une unité, il n'y a pas un ensemble de quelque chose qui va dans la même direction. Vous vous rendez compte que ce corps qui est traîné, il n'est pas vécu comme une globalité, il est vécu comme un agrégat de morceaux, plus ou moins angoissants les uns des autres, il est vécu comme quelque chose de morcelé. Je me souviens d'un enfant qui me disait, quand il était assis et puis il bougeait sa jambe, il fait une flexion-extension de la jambe comme ça, il était petit, ses pieds ne touchaient pas par terre, il pouvait faire ça. Et il m'a dit, regarde Eric, la jambe elle bouge. Il y a des gens dedans qui la font bouger. Il avait 10 ans. Je peux comprendre. Votre question, elle me renvoie à cette histoire d'Amar, parce que moi je partage ton point de vue, Philippe. Bien sûr que l'Amar, c'est pas le bon mot, parce que dire qu'il y a quelque chose, c'est que ça peut voilà. Mais c'est quand même troublant de voir qu'il y a des pathologies dans lesquelles tout allait bien, et puis ça s'arrête. C'est-à-dire que une bouffée délirante, rentrer dans la schizophrénie, avant ça allait bien. Et puis tout à coup, pouf, le corps et l'esprit se disjoignent. Qu'est-ce qui se passe quoi? Je voudrais aussi intervenir sur le fait qu'on part de l'idée qu'au fond, il y a encore un esprit, comme une sorte de donnée indépendante, mais ça c'est second. Ce qui est premier, c'est qu'on se constitue à l'intérieur d'un autre, donc la relation à l'autre, elle est forcément première. Même si elle n'est pas pensée comme telle. Donc le corps d'une femme se transforme en matrice d'une altérité. Mais, donc le vrai problème, c'est de savoir comment, à partir d'une fusion initiale, on se constitue et comment. Mais de toute façon, on est d'abord dans la relation à l'autre, forcément. Donc c'est pour ça que je pense que quand on notamment en philosophie, on pense à des sujets isolés, qui ensuite vont nouer des liens, mais c'est plutôt l'inverse qu'il faut penser. On est d'abord dans le lien, dans la fusion, et tout le problème c'est de savoir comment prendre de la distance. Et donc après il y a toute une série de figures de l'altérité qui interviennent, desquelles on peut se séparer, et on peut se penser comme une sorte d'entité à part, mais il me semble que ça c'est vraiment constitutif. Quoi. Mais il y a aussi... Juste 2 points, je comprends un peu votre pensée. Je pensais un peu sur le psy, presque, j'ai envie de dire. De voir des patients, et moi je me suis occupé beaucoup d'enfants autistes, des enfants qui ont des troubles sur le développement, c'est impressionnant de voir ce qui se passe, de voir cette déconnexion entre un corps et ce qu'ils peuvent penser, y compris les confusions qu'il y a entre quand ils s'agressent l'autre, il ne faut pas qu'ils souffrent. C'est impressionnant de voir ça.
Donc on s'aperçoit que, et là il n'y a pas de parole quelquefois, simplement le lien avec le thérapeute, les situations changent et on voit comment le patient peut parler de son corps différemment, hein, ou investir son corps différemment dans les situations. Ne serait-ce que par exemple quand ils se mettent à chanter, ils sont là, on ne les reconnaît plus. Et pourtant ils sont toujours malades. Quand ils vont faire de la zoothérapie, de l'épithérapie, je suis impressionné de voir qu'on n'est pas un enfant. C'est impressionnant. Donc je me dis effectivement cette pensée qu'on peut avoir au début, se dire bah non, j'ai écouté là, ça fonctionne bien, du coup là, les enfants malades, en l'occurrence, la pathologie me dit non, ça va pas comme ça. Et on pourra à l'inverse penser le syndrome de population plus horrible, c'est-à-dire qui vont condamner des personnes, comme le cerveau qui vient encore ou qui vieillit, je sais pas. Enfin voilà, il y a quelque chose qui paraît important à connecter à un lien à l'autre. Et je suis presque parfois en train de penser que les pathologies, entre guillemets, même s'il y a un diagnostic qui est posé, peut être simplement situationnel, relationnel, etc. Et que les choses vont évoluer dans la relation. Et on le voit dans l'anorexie, on le voit. Bon, c'est des constats. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est ce qu'on fait ça. Ah, voilà. Je voulais juste évoquer le cas des enfants sauvages qui ne vont même pas pouvoir en fait adopter notre position bipède, quoi. Donc déjà rien que ça, c'est quelque chose qu'on apprend de l'autre en fait. Donc voilà, c'est juste pour et puis tous les travaux qui ont été faits après-guerre, hein, forcément, sur l'attachement et le syndrome d'hospitalisme, qui illustre vraiment, enfin, même avec des Arlot, par exemple, il y a des films qu'on peut voir sur Internet facilement, hein, où on voit des petits singes qui sont séparés précocement de leur mère et qui développent un syndrome d'hospitalisme, et c'est-à-dire que la non-présence de l'autre, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Alors, bien sûr, plus on a pu, pendant une période particulière, sensible, profiter de la présence de l'autre et développer son attachement et ressentir l'empathie de l'autre, etc., on va constituer quelque chose qui tiendra la route, plus ou moins. Mais en deçà, ça s'effondre, ou ça ne se construit pas. Et ça, la clinique le montre. Et malheureusement, enfin, la clinique, voilà, qui a suivi la guerre, qui a motivé ses recherches, enfin, de quoi illustrer avec tous les enfants abandonnés, non adoptés, quoi, dans les orphelinats. J'ai lu il n'y a pas longtemps un papier où on fait l'hypothèse que si Sapiens a pris la place et si Néandertal s'est effacé, c'était parce que Sapiens vivait plus en groupe, alors que Néandertal vivait en petit effectif. Et ça fait quelques temps que je me dis, mais il y a peut-être quelque chose de ça, quoi. Si l'espèce s'est développée, c'est parce qu'elle a cette capacité à s'appuyer sur l'autre, beaucoup plus que peut-être Néandertal ne le faisait. Mais c'est complètement... En dehors de la pathologie, par exemple, quand on dort et qu'on rêve, il y a à la fois une disjonction et puis non d'ailleurs, puisqu'il y a quand même une motricité qui accompagne le rêve, mais en tout cas, on vit avec notre corps dans un rêve, et pourtant notre corps est immobile. Enfin, c'est caricatural, hein, entre le malade et le non-malade. Quand on va bien, on est en train de penser qu'effectivement, il y a des moments où on doit s'interroger et qu'il y a quand même le mot disjonction est peut-être pas très très heureux. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un autre effort. Et même, parce que c'est mon sujet justement de thèse de philo, je me suis interrogé sur ce qu'est le corps de ces enfants qui découvrent son développement. C'est-à-dire avant qu'ils soient entre les sujets, incarnés, etc., dans la relation, leur existentiel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un corps là, c'est ce que je vois, c'est pas mon corps, c'est pas le corps du voisin, c'est bien celui de mon patient, et lui va dire que c'est pas le sien. Donc à un moment donné, je vais l'interroger avant toute représentation soi-même de son corps, c'est pas ce corps. Donc forcément, je suis obligé de faire un détour philosophique pour arriver à la compréhension. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans la pathologie, notamment la pathologie mentale, qu'on voit vraiment ces dichotomies impressionnantes de certains qui ne voient qu'un corps et d'autres qui ne voient qu'un corps.
Moi, je dirais que les liens s'installent dans les premiers temps de la vie, peut-être les 2 premières années, mais c'est pour un peu d'éthique, et que la plupart du temps, ça se fait à peu près bien. D'accord? Mais c'est pas parce que ça se fait à peu près bien que ça se fait parfaitement. C'est-à-dire que pour enseigner depuis des années avec de jeunes étudiants en psycho-psy qui sont des gens venants, pas forcément, qui peuvent avoir des histoires compliquées, mais pas forcément. La majorité, c'est des gens comme nous. Je vois dans des circonstances artificielles, en leur proposant des exercices un peu particuliers, on peut faire revenir des trucs comme ça. C'est pas difficile. Il suffit de savoir s'y prendre. Donc je pense qu'on porte en nous des traces de cette époque-là, où le corps et l'esprit n'étaient pas complètement amarrés. Et on a des défenses en nous qui nous permettent de contenir ça. Et puis si, dans des circonstances artificielles, expérimentales, ou dans des circonstances de la vie qui sont critiques, qui sont pathologiques, qui nous bousculent, qui nous bouleversent, ces mécanismes-là peuvent revenir. On n'est pas à l'abri. Je ne sais pas, hein. J'ai hâte de le savoir. Mais voilà, peut-être que. Enfin, il y a des partisans de l'intelligence artificielle qui disent que l'intelligence artificielle est capable d'apprendre les émotions, à penser par soi-même, etc. Enfin, donc, je ne sais pas, hein, on verra ce qui se passera. Mais bon, enfin, me revient, c'est peut-être le télescopage de ce que vous avez dit avant, et aussi, une phrase que Chantal a dû écrire, c'est probablement dans le premier chapitre, et je trouvais vraiment condensant beaucoup de choses, que je ne déforme pas ta phrase. Exister, c'est être perçu. C'est grave, je ne déforme pas trop. C'était oui, mais moi je l'ai entendu dans tes lignes. Oui, entre autres. Mais vous avez réinterprété autrement. Voilà. En tous les cas, tu aurais pu l'écrire avant. C'était la même. Voilà, c'est une phrase qui condense quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire et c'est la question de l'intelligence artificielle, etc., où ça rejoint le débat qu'on peut avoir sur exister, c'est être perçu. Enfin, comment est-ce qu'on peut... La manière dont une mère, un père perçoit son enfant, c'est le perçoit, c'est-à-dire avec son histoire, avec ses casseroles aussi, hein, et un robot, plus intelligent soit-il, comment est-ce qu'il va percevoir, est-ce qu'il peut percevoir, est-ce qu'il pourra un jour percevoir toutes les dimensions, même transgénérationnelles, même... En tout cas, c'est vrai qu'il y a des études qui auraient montré que l'être humain, en tout cas, va avoir une empathie vis-à-vis du robot. Après, au niveau intelligence artificielle, ça peut aussi penser à, je ne sais plus quel neurophysiologiste donnait ce problème de cette manière, mais c'est l'idée que, voilà, on peut comprendre, par exemple, le repérage de la chauve-souris avec des ultrasons, mais on ne saura jamais ce que ça fait que de ressentir ces ultrasons. Donc peut-être que le robot pourra feindre l'empathie, mais après... Oui. Voilà, la question est ouverte. Winnicott disait que l'empathie, c'était percevoir, être capable de percevoir le cadre de référence interne du patient, enfin du client, il disait. Donc le cadre de référence interne avec toutes ses composantes, c'est-à-dire toute son histoire, dans toutes les dimensions de son histoire. C'est le programme. Cette idée de développement dont tu dis le corps et l'esprit qui se développent là, comment ça se passe, je partage tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est pas un esprit construit qui se développe avec un organisme immature, ou l'inverse, c'est un esprit immature qui se construit devant, avec, par un organisme immature. Et c'est ce qui est intéressant, c'est comment l'immaturité des deux va laisser des traces dans notre fonctionnement profond. Ce sont ces traces-là qui vont éventuellement, si elles sont pathologiques, nous faire souffrir. Pour moi, c'est une co-construction. L'un se construit à partir de l'autre et réciproquement. Dans leur simultanément, bien sûr. L'un à partir de l'autre simultanément, compte tenu de leurs immaturités respectives, ils vont devoir travailler ensemble.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que ça déplace un peu la problématique par rapport à la notion d'amarrage, qui laisse entendre qu'il y a d'abord quelque chose auquel on s'accroche, et là je serais beaucoup plus d'accord avec la formulation que tu donnes maintenant, ça me paraît tout à fait convaincant. Après, la question du tonus, on l'a évoqué, je crois, dans le livre, lorsqu'on a parlé de la question du mouvement aussi. Hein. Il est vrai que, dès le départ, la difficulté de mettre en place cette réflexion interdisciplinaire, c'était une difficulté de vocabulaire. Parce que, est-ce qu'on va parler d'organisme, est-ce qu'on va parler de soma, est-ce qu'on va parler de corps, après, est-ce qu'on va parler d'âme, de psyché, d'esprit, ou de fonctions psychiques, etc. Nous nous sommes aperçus, au bout du compte, que c'était pas tellement la question de la terminaison et de la terminologie qui était fondamentale, c'était la prise de conscience du fait qu'il n'y a de corps et d'esprit ou d'organisme et de psyché que dans un processus de construction actif. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu mets l'accent sur la notion de puissance d'agir, parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est comment ça se constitue. C'est ne pas partir comme un donné sur lequel un se greffe, que ce soit l'un ou l'autre, ça paraît, c'est une illusion. C'est pas tellement un problème de terminologie, c'est un problème de constitution, de réfléchir sur la constitution et les corrélations qui se produisent. Et pour cela, on a quand même besoin, malgré tout, de maintenir des concepts différents pour arriver à repérer, justement, lorsque il y a conflit, il y a tension, il y a séparation. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces concepts. Alors maintenant, la question du tonus, alors quand on en avait discuté, moi, le tonos, moi ça m'avait fait d'abord penser aux stoïciens. C'était vraiment l'idée que c'est comme une sorte de dynamique de tension. Alors, est-ce qu'on peut le rapprocher du conatus? Alors ça me paraît évidemment un petit peu une sorte de transplantation arbitraire. Si tu entends par tonus quelque chose qui est de l'ordre psychosomatique, qui n'est pas réservé au corps ou à l'organisme, ça pourrait se rapprocher du conatus, parce que chez Spinoza, le conatus, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du corps, c'est l'idée d'un effort pour persévérer dans l'être, et il précise bien que quand on le rapporte au corps et à l'esprit, le conatus prend le nom d'appétit, donc ça c'est dans la dimension psychophilique. Quand on le rapporte au corps seul, eh bien c'est la notion d'impulsion, donc ça serait pas qui pourrait peut-être correspondre au tonus si tu l'assimiles à l'organisme, et quand on le rapporte à l'esprit seul, volonté. Donc il y a déjà une sorte de variation du même concept selon que on va le référer donc à l'ordre somatique, psychosomatique ou psychique simplement. Mais c'est toujours une seule et même chose qui est envisagée. Donc en ce sens-là, on peut faire le rapprochement si le tonus engage quelque chose qui est de l'ordre du psychosomatique et pas seulement du corps. Voilà. Mais moi aussi j'avais envie de mettre en avant quelque chose qui est peut-être trivialement physiologique, mais je dirais qu'il y a des entrées sensorielles et puis des sorties motrices, et finalement tout ce qui est musculaire exprime tout ce qui se passe à l'intérieur de nous dans notre corps, et en retour on a tous nos propriocepteurs, donc nos récepteurs des muscles qui vont alimenter tout ça, et je dirais que ce ne serait pas un point de vue behavioriste complètement avec entrée, boîte noire, sortie, mais justement où tout se tient, tout s'auto-alimente, et ça expliquerait finalement que notre tonus en fait exprime un peu quelque chose de global, quoi. Je me suis posé la question de définition de ces termes-là. Je me suis penché sur le terme de philo, même si je suis loin d'être compétent en philosophie, mais esprit, je ne trouve pas de définition très, très convaincante. Alors je me suis tourné vers les dictionnaires plus psy pour trouver une définition de psychisme. C'est pareil, on ne trouve pas. On trouve pas. Et donc l'une des premières choses que je m'étais dit moi en contactant les autres, c'est qu'est-ce que c'est l'esprit? Qu'est-ce que c'est le psychisme? Je n'ai pas trouvé de définition et je ne veux même pas en trouver une. D'ailleurs, c'est important parce qu'il faut trouver des mots. Et les mots, c'est des choses, il n'y en a pas rien à trouver parce que tu parles du corps. Moi, j'ai cherché 20 000 mots pour parler du corps. Même en passant par d'autres langues, là, il dit, je peux faire des choses, etc.
du 19e siècle qui a introduit le mot psychose, personne ne le connaît, il s'appelle Feuchters-Lehmann. Un romantique vieux noir, médecin, aliéniste, il a dit, je ne sais plus exactement, en parlant des psychoses et puis des névroses, que, je ne sais plus exactement comment dire, mais il parlait de l'esprit corporalisé, qui est aussi le corps spiritualisé, en fait, que ça n'existe pas, l'un et l'autre sont un et indivisibles, point barre. Et les mots, des fois, nous empêchent de... je n'ai pas de définition, à part les définitions que je peux lire dans le dictionnaire, mais encore une fois, dans les définitions, ça borde et ça stoppe, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est pas important, c'est ce mouvement, le mouvement. Et tout à l'heure, je parlais de corps existentiel, j'ai envie de dire que ce corps-là, c'est le mouvement. Il y a quelque chose de mouvement, dans la rencontre à l'autre, etc. Voilà, moi, je dirais que je me suis posé la question de vous poser, parce que c'est un peu risqué. Est-ce que, peut-être un autre élément, c'est concrètement, l'intérêt de la pluridisciplinarité, je dirais, qu'on a pu redécouvrir là, autrement, travailler ensemble, c'est aussi ça, c'est-à-dire que face à un patient, il y a des patients avec lesquels on va tirer un fil qui va être peut-être plus du côté du corps. Un autre, ça va être plus du côté de la parole uniquement. Et on voit bien, il y a des enfants, ils s'assoient et j'ai l'impression de parler à un adulte, tellement il y a un niveau de communication qui est d'association sur des rêves, etc. Et puis quand il se lève, je vois qu'il est haut comme 3 pommes. Donc voilà, il y a des enfants avec lesquels il y aura des indications vraiment, je dirais, plus sur un fil comme ça, psychothérapeutique, psychanalytique. Puis il y en a d'autres qui ne répondent pas du tout à ça. Et là justement, l'intérêt, c'est de pouvoir présenter sa facette à lui avec un thérapeute qui pourra saisir une autre facette qui pourrait être un travail vraiment corporel, je ne sais pas, d'ostéopathie, de kinésithérapie, ou de la psychomotricité, etc. Ou seulement, il y a des patients, on a beau faire, ils ne sont pas encore là, ce sera médicamenteux, enfin, purement, il n'y a pas d'autre entrée. Donc c'est aussi ça l'intérêt de toutes ces interfaces possibles et des différences individuelles. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que, bien sûr, le titre est trompeur parce qu'en réalité, on a interrogé ces concepts parce qu'on les présuppose comme étant des données et surtout on les présuppose comme étant des choses réelles d'emblée. C'est-à-dire que, le travail qu'on a pu opérer, c'était de sortir de la réification du corps et de l'esprit. Il y a plein de corps, ça n'existe pas, l'esprit, ça n'existe pas, au sens comme entité séparée. C'est une pure fiction où, disons, ce sont des outils ou des concepts opératoires qui nous aident à penser une réalité, mais on n'a pas voulu se les donner d'avance. C'est-à-dire qu'il était hors de question pour nous de dire, voilà, le corps c'est ça, l'esprit c'est ça, parce que si on avait fait ça, on n'aurait jamais pu travailler ensemble, on n'aurait jamais pu réfléchir, parce qu'on se serait donné ce qu'on a à produire, ce dont on a à rendre compte. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit que on nous dit, voilà, nous naissons avec un corps et un esprit, nous avons des facultés, et puis du même coup, nous posons les problèmes de telle sorte qu'on est dans un face-à-face, substance pensante, substance étendue, comment elle s'articule. Ça, c'est déjà des présupposés, c'est déjà une manière de se représenter la réalité humaine. Donc on a voulu partir de l'homme qui soit, enfin de l'être humain, que ce soit un patient, que ce soit n'importe quel... Comment se constitue, comment il se constitue en exerçant une puissance d'agir, et comment ça s'exprime. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'un être humain perçoit, qu'il a des émotions, qu'il souffre, qu'il a du plaisir, qu'il éprouve de l'empathie, qu'il se remémore, et il y a des opérations. Et donc c'est en s'interrogeant sur ces opérations qu'on était amené à se demander, au fond, d'où venaient ces opérations, comment elles se produisaient, qu'est-ce que ça nous apprenait sur nous-mêmes,
Et c'est pour ça qu'on est parti des actes. Des actes, et comment ces actes, c'est-à-dire la sensation-perception, comment ça révélait notre propre mode d'être au monde. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'au bout du compte qu'on a récusé les catégories de corps et d'esprit, mais on les a maintenues, c'est pas les mots qu'on a maintenus, mais pour essayer de rendre compte d'un certain nombre de problèmes. Par exemple, quand vous parlez du mouvement, ce qui est premier, c'est effectivement le déplacement d'un organisme ou le déplacement de la personne, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc il y a une réalité physique qui est à apprendre. Et donc on va la décrire en termes de corps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne rentre pas après dans l'univers du sens, de l'interprétation, que le mouvement ne peut pas devenir geste. Mais on a eu besoin de maintenir quand même ces concepts pour arriver à analyser plus finement ce que c'était que le fait de pouvoir se mouvoir, de pouvoir s'émouvoir, de passer du mouvement au geste. Mais on les a pensés non pas comme des catégories du réel, mais plutôt comme des outils d'appréhension. Et en ce sens-là, je ne suis pas sûre que penser la réalité en termes corps-esprit, comme étant des absolus ou des entités qui seraient données, qui devraient s'articuler, c'est quelque chose qui nous aide à penser. Je crois que c'est au contraire une entrave, parce que on voit bien qu'on est dans une sorte de perspective soit de face à face, soit de réductionnisme ou de physicalisme, en disant comment, au fond, l'esprit émerge du corps. Mais c'est une fausse question, dans la mesure où il y a une seule réalité. Mais moi, je répondais en termes spinozistes que c'est pas l'esprit qui produit les idées, c'est le fait de former des idées qui produit un esprit. Donc pour cela, il faut d'abord rendre compte de la formation, comment des idées se forment, c'est-à-dire la perception, des émotions, des représentations, etc., la mémoire. Moi, je dirais que, là, je parlerai en termes spinozistes, Spinoza nous dit qu'on peut expliquer la réalité tout entière à partir d'attributs étendus. Mais on peut aussi l'expliquer tout entière à partir d'attributs pensés, et aussi des autres attributs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tout expliquer en termes de neurones, c'est-à-dire que voilà ce qui se passe. Eh bien, ce sont des connexions qui se sont faites, des connexions entre synapses, cette connexion qui va faire, etc. Mais quand bien même vous aurez tout expliqué en termes de neurones, est-ce que ça va vous restituer la manière dont ces connexions sont vécues, dont vous les représentez? Et je vous répondrai ce que Ricoeur répond à Changeux dans ce qui nous fait penser la nature à la règle. Quand Changeux explique que quand on est en présence d'un tableau, la perception d'un tableau de Mondrian, eh bien, ce sont des circuits électriques qui s'activent dans le cerveau, et donc on peut rendre compte de la perception et d'émotions esthétiques. Oui, on peut en rendre compte d'un point de vue physique, mais est-ce que ça nous donne la teneur de l'expérience vécue de la perception d'un Mondrian, qui va déclencher l'indifférence chez l'un, une émotion très forte chez l'autre, et qui va être enrichi chez un troisième de la culture qu'il peut avoir, des perspectives. Donc ces deux discours sont pertinents, c'est-à-dire le discours neuronal, il a sa pertinence, mais il ne peut pas prétendre être le seul principe d'intelligibilité du réel. Donc en ce sens-là, c'est tout aussi légitime de défendre un point de vue strictement neuronal, à condition de penser que toute la réalité ne se réduit pas. Moi, c'est le réductionnisme que je me base. Ce n'est pas le fait qu'on puisse expliquer tout en termes de connexion de neurones, en termes d'échanges électriques. On peut aussi l'expliquer en termes phénoménologiques. Ça n'avale pas pour autant le discours du physiologiste qui expliquera ce qui se passe autrement. Mais c'est pour ça que, en ce sens-là, il y a une pluralité de discours. On a bien vu dans notre travail que si on était peut-être inconsciemment parti du fantasme qu'on allait construire la théorie des théories, c'est-à-dire le discours unique qui mettrait un terme à différentes approches parce qu'elles sont partiales, c'était une illusion. Chaque discours a sa pertinence et on a été à la fois enrichi par l'échange, mais en même temps conforté dans nos pratiques en disant qu'elles avaient leur pertinence, leur droit de citer, et que vouloir les réduire, ce serait perdre la richesse d'appréhension du réel. Après, il y a effectivement le fantasme, que tout peut être complètement expliqué dans la science, on peut, par la technique. Alors moi j'ai une inquiétude, une question, effectivement si les robots, la technique nous remplace, de la manière une technique de connexion humaine. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, l'autisme notamment, il y a souvent maintenant 1% d'autistes en arme. On peut s'interroger, c'est effectivement quelle maladie, est-ce que c'est opératoire, on peut aussi découvrir la pensée
avancées, etc. Et on voit de plus en plus de d'urgence de patients qui viennent avec des problématiques corporelles, dans lesquelles ils ont du mal à penser les émotions, etc. Et qui s'en remettent beaucoup aux techniques. Cette technique, voilà, était là pour expliquer les choses, davantage. Mais à la fois, aucune technique n'expliquera ce soir, etc. Les généticiens du XXe siècle, c'est de la génétique. On se dit, tiens, avec la génétique, les gènes, c'est impressionnant. J'ai travaillé à Saint-Vincent-de-Paul, on avait des généticiens avec nous. Une précision impressionnante. On est quand même peu de choses et beaucoup de choses à la fois, mais au XXIe siècle, ils sont très prudents. Évidemment, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur la génétique. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va nous échapper. C'est ça qui va nous sauver, si je peux dire, parce que j'ai un peu cette crainte que vous avez, mais penser, si on peut penser, créer. Voilà. Je pense qu'on est là pour continuer à penser d'ailleurs. Oui, et puis Eric tout à l'heure disait très bien, quand il parlait de l'autisme, en disant quelle que soit l'origine, que ce soit du côté du handicap ou quelque chose d'acquis, enfin peu importe, la question c'est que c'est un être humain et qu'il faut l'aider et qu'il faut bosser. Et on va chercher toutes les voies possibles pour l'aider, pour travailler avec. Et ça justement, j'ai vu, parce que là je regardais, c'était dans le docteur, leur fin d'émission, ils ont trouvé récemment, alors après ça reste toujours des pistes, mais qu'il y aurait potentiellement une cause dans l'estomac, en termes de bactéries ou je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est pour soulever la question que peut-être la cause, en fait, elle est plus somatique. Et dans ce cas-là, l'approche de l'autisme par la psychologie, si on en arrive à trouver simplement une cause somatique, du coup, ça enlève tout un pan de l'autisme. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça, parce que c'est quelque chose où vous êtes confronté, j'imagine, tous les jours. On est confronté à surtout l'éruption d'hypothèses théoriques comme ça, hyper fréquentes. C'est très vrai. Là, vous citez les bactéries, ça a été le gluten, ça a été... Voilà. Il y a tout le temps quelque chose. Enfin, je me souviens d'un bouquin de généticien, je n'ai plus le nom, mais la dernière phrase de son bouquin, c'est 2014, hein, c'est en matière d'autisme génétique piétinée. C'est un généticien. Et ce généticien, ce n'était pas quelqu'un qui passe à la télé très connu, mais il se permettait de dire comment il fallait que nous, dans le monde du soin psychiatrique, on s'occupe de ces enfants. C'est édifiant. De toute façon, on fera des découvertes, on fera des soins médicamenteux, chimiques, etc. Pour l'autisme, des pathologies. Mais en même temps, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Il faut toutes les interactions qui ont lieu autour d'une souffrance, même si elle est purement génétique, elles existent néanmoins, et elles diffusent, et elles font des petits, etc., etc. Et pour la question génétique, voilà, ce que disait Fabrice, c'est ça aussi. Enfin, on le sait aujourd'hui, certes, il y a des gènes qu'on a repérés dans telle psychose, dans tel autisme, oui, qui sont prévalents, etc. D'accord. Mais on sait aussi que ces gènes, pour s'exprimer, ont besoin d'un environnement et d'un contexte particulier. Donc, sur l'épigénétique. Voilà, c'est tout à fait. Même au-delà de ça, on parle d'autisme, 1%, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que 1 ou 20 1%. Oui, 20%. 1%, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les autistes, j'en ai eu beaucoup. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y a, encore une fois, on ne parle pas de la même chose, donc du coup, dans les études, il y a des classifications, elles vont changer dans 20 ans. C'est pas évident de faire de la recherche en psychiatrie parce qu'il y a des sériations. J'ai jamais vu, moi, aujourd'hui, un patient schizophrène avec un autre patient schizophrène qui se disent dans la même maladie. Ils ont des vécus complètement différents. Le mot schizophrène a été posé à un moment donné comme diagnostic. Si on regarde la classification, un an après, il sera plus schizophrène. Donc, voyons, on nage. C'est pour ça qu'il faut revenir vraiment sur les vécus. Autant on peut effectivement dire un infarctus du myocarde de telle artère, on a la même artère qui est touchée, ça va peut-être faire ceci, cela, et un électrocardiogramme, on va voir ça. Et encore, si on a un cardiomyocine, c'est pas ça. En psy, donc là,
personnes peut vivre aujourd'hui, et on se nourrit un peu de tout ça, mais les vécus sont très différents. Heureusement, c'est ça qu'on va travailler. Alors bien sûr qu'il y a la matière qui est là, parce que le corps appelle qu'on est fini, quand même. Enfin, on est aussi, voilà, mais quand même. C'est clair que mon cerveau fait quelque chose qui dans le mal, alors j'utilise des termes un peu adaptés, mais enfin, pour qu'il y ait une pensée qui soit là. Et je dirais qu'il y a aussi après une question d'échelle, parce que par exemple, je regarde cette table, moi c'est des molécules qui la constituent, et puis en fait cette molécule, quand on regarde la échelle, il y a autre chose, etc. Donc il y a l'échelle sur laquelle on se base aussi pour apprendre les choses. Et puis donc j'avais aussi envie de souligner autre chose, peut-être d'ouvrir plutôt, c'est sur la question aussi du libre arbitre qui se pose quand on pense à l'esprit avec toute l'histoire du déterminisme. Est-ce que tout est déterminé? Est-ce que c'est pas déterminé? Je dirais qu'il y a deux grands courants en fait, qui s'affrontent là-dessus, et c'est assez riche, et je pense que c'est en lien avec les liens que nous évoquons ici.